À 3 mois de la présidentielle au Sénégal, la recherche pour les 53 000 parrainages exigés pour chaque candidat bat son plein. Combien seront-ils le 24 février 2019 à affronter Macky Sall, qui sera au terme de son septennat et qui briguera un nouveau mandat de 5 ans? Abdoulaziz Mbaye, bonjour. Bonjour. Avant de parler politique, un mot sur la sécurité et sur le climat social. Dakar abrite depuis 6 ans un forum sur la paix. La France, par la voix de son ministre de la Défense, a dit que la sécurité en Afrique est une affaire des Africains. Est-ce que vous partagez ce discours? Je ne partage pas ce point de vue parce que la sécurité en Afrique aujourd'hui est menacée par beaucoup de choses, dont le terrorisme à l'intérieur du Sahel, qu'on sait qui vient directement de comment on a renversé le régime libyen et comment on a déversé dans le Sahara et dans le Sahel un ensemble d'équipements militaires très importants et un ensemble de groupuscules d'obédience terroriste qui aujourd'hui mettent en danger la vie dans le Sahel. Donc, mais les propos du Nigeria, du président nigérien et du président algérien ne sont pas loin de ce que tient la ministre de la Défense. Oui, mais peut-être quand on dit qu'on est responsable de sa sécurité, de la sécurité de son pays, ceci est valable pour tout le monde. Donc c'est une tautologie que de dire cela. Mais quand on revient à l'histoire de ce qui s'est passé en Afrique, on ne peut pas dire qu'on a été responsable de ce qui nous menace aujourd'hui. La paix en Afrique est notre préoccupation à tous. Nous faisons ce que nous pouvons pour éviter le développement des branches terroristes qui sévissent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, par exemple, ou jusqu'au Nigeria, jusqu'au Cameroun et dans le Sahel. Et donc le Sénégal est épargné jusqu'à présent. Le Sénégal est épargné parce que le Sénégal a fait un effort important en matière de sécurité, en matière d'équipement militaire, en matière de renseignement. Dans beaucoup de domaines, nous avons fait un effort très, très important. Pourtant, les problèmes que nous subissons ne sont pas venus de notre fait. En 2011, Abdoulaziz Mbaye, la contestation populaire a donné naissance à des mouvements qu'on a qualifiés de mouvements citoyens, avec notamment Y en a marre, qui ont essaimé dans plusieurs pays, en RDC avec Filimbi, au Burkina Faso avec le Ballet citoyen, et même au Congo-Brazzaville avec Sassoufi. Au départ, ils ont été dirigés vers le pouvoir, ou plutôt contre le pouvoir en place, mais de plus en plus, on observe qu'ils sont dirigés contre l'ancienne puissance coloniale, la France notamment, avec un mouvement comme La France dégage. Quelle lecture vous faites de cette transgression, de cette grogne de la jeunesse africaine? Il y a un mouvement d'humeur très important et qui s'assoit aujourd'hui au niveau de l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale en particulier. Et ceci est dû essentiellement par l'image que la jeunesse africaine a de la France. Elle ne se reconnaît pas dans ce que nous, les anciennes générations, on reconnaît de la France. Elle ne se reconnaît pas quand on repousse des migrants à tout bout de champ, avec des discours très forts, très agressifs vis-à-vis des politiques africaines et des gouvernants africains. Et deuxièmement, elle ne se reconnaît pas non plus quand elle voit que les mêmes sociétés en France viennent gagner des marchés chez eux et qui fait qu'ils ont un double signal contradictoire et paradoxal auquel ils réagissent. Mais la jeunesse, c'est ça. C'est exactement cette dichotomie. Cette grogne, selon vous, est fondée? Elle est fondée dans le sens où ça pose des problèmes. C'est à la France, c'est au gouvernement africain de trouver des réponses adéquates, des réponses appropriées aux questions que pose la jeunesse. La jeunesse pose la question du franc CFA. Elle ne regarde que les aspects de souveraineté et des choses de ce genre. Elle ne voit pas l'autre partie de l'efficacité économique qui arrange bien l'Afrique. La jeunesse pose la question de la présence française dans l'économie et surtout la jeunesse pose la question de l'image que la France donne d'elle-même quand elle se recroqueville sur elle-même. Elle n'est plus la France que les Africains ont connue. Moi, quand j'étais jeune, on nous disait, en l'an 2000, le Sénégal sera comme la France. Et on avait donc un modèle simple, un modèle clair. Mais aujourd'hui, ce modèle est rompu.
par tout ce que nous constatons dans la position de la France sur différents domaines qui intéressent les jeunes. Quoique, il faille quand même préciser que les questions de migration, par exemple, l'Afrique n'est pas... plus de 80% on a plus de des migrations. 86% des migrations en Afrique se passent en Afrique. C'est intra-africain. Les 14% restants, il y en a une partie pour l'Europe, une partie pour les Amériques, une partie pour... et même l'Asie et les pays arabes. Nous tombons dans une situation où l'Europe a des peurs qu'elle manifeste vis-à-vis de la migration, alors que la jeunesse africaine, elle est vibrante, elle a envie qu'on montre l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui réussit, l'Afrique qui innove, l'Afrique qui investit, l'Afrique qui développe son pays avec un autre dynamisme que le dynamisme d'antan basé sur la lutte contre la pauvreté. Mais ne pensez-vous pas que les discours d'Emmanuel Macron, tenus notamment à Ouagadougou et à Lagos, marquent une nouvelle ère entre la France et l'Afrique ? Je crois que la nouvelle ère entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, entre le monde occidental même et l'Afrique, viendra quand on cessera de parler de l'Afrique comme simple bénéficiaire d'aide au développement, d'aide à la lutte contre la pauvreté, mais pour parler de l'Afrique qui gagne, comme je disais tout à l'heure, l'Afrique qui investit dans son développement et l'Afrique qui a besoin qu'on parle de l'Afrique partenaire au développement. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait le Brésil, c'est ce que fait l'Inde, c'est ce que fera bientôt la Russie. On est dans cette situation-là. À présent, Abdoulaziz Mbaye, un mot sur la prochaine échéance électorale au Sénégal. Le 24 février se tiendra la présidentielle. Contrairement au scrutin de 2000, qui avait opposé Abdoulaye Wade à Abdou Diouf, le sortant, et celui de 2012 qui opposait Abdoulaye Wade à Macky Sall, celui de 2019 est sans enjeu, parce que face à Macky Sall, il n'y a aucun poids lourd de l'opposition. Khalifa Sall est en prison et Karim Wade est en exil au Qatar. Mais moi, d'abord, je dois dire une chose. Un homme politique qui fait la politique doit bien se garder de faire des choses qui l'amènent en prison ou à partir de son pays. Et ne pas vouloir y revenir, parce que personne n'empêche M. Wade de revenir au Sénégal. Un homme politique, dans ce cadre-là, ne se mêle pas de choses où on démontre, où il accepte cette même personne avoir signé 187 fausses factures pour s'accaparer de ressources publiques. Non, on ne fait pas ça quand on veut diriger une nation. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas non plus regarder d'en haut les candidatures d'un monsieur comme M. Madi Kenyan, qui est le numéro 2 du PDS, du parti de M. Abdoulaye Wade, qui est candidat, même s'il n'a pas la bénédiction du président Wade. Il y a les candidatures de M. Hadjibou Soumaré, ancien Premier ministre, ancien président de l'Union économique monétaire ouest-africaine, mais c'est quand même des gens d'une très grande valeur. Il y a la candidature de M. Idrissa Seck qui est là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de candidat parce que simplement il y a 2 personnes qui se trouvent absentes de la compétition. Alors s'il fallait retenir des mesures phares du septennat de Macky Sall, lesquelles retiendrez-vous ? Je crois que la présidence du président Macky Sall a permis de réaliser plusieurs choses. D'abord, vous remarquerez, aucun des adversaires de M. Sall ne parle du bilan de M. Sall, ne le critique. Parce que vous pensez qu'il approuve ? Je crois qu'ils n'ont pas la possibilité de critiquer parce qu'il y a des résultats patents, concrets, que les Sénégalais voient. Ça, c'est la première chose. L'économie s'est développée d'une manière extraordinaire. On est parti de 1,4% de croissance, on est maintenant à 7% de croissance. La gouvernance s'est renforcée. Maintenant, on a une gouvernance fondée sur le rendre compte. Que les gens du gouvernement actuel, les gens du pouvoir actuel, les gens du pouvoir passé, tous savent maintenant que l'on rende compte aujourd'hui, comme c'est le cas de Khalifa Sall, ou que l'on rende compte demain, comme ça a été le cas pour M. Karim Wade, qui a rendu compte de sa gestion, on rend compte. Il y a aussi un aspect important qui s'est développé au Sénégal, c'est qu'on n'est pas dans la politique de la démocratie des élites d'antan. On est maintenant dans la démocratie fondée sur les intelligences collectives. M. Sall, pour être candidat en 2012,
a circulé au Sénégal sur 80 000 kilomètres. Il a visité 3 000 villages. Il a parlé aux gens pour identifier les problèmes, les solutions proposées, les priorités à retenir. Il en a fait le premier programme de gouvernement que je connaisse, en tout cas du Sénégal, où on n'a pas eu d'abord des recommandations du Fonds monétaire, de la Banque mondiale ou de l'Union européenne. Alors, vu la situation de l'opposition sénégalaise, Macky Sall a donc toutes les chances de remporter l'élection du 24 février 2019. Ce sera pour un quinquennat. Quels sont les défis de ce mandat, de ce nouveau mandat? Les défis, ce sera la consolidation de la sécurité. Notre zone est très dangereuse. Il faut consolider la sécurité au Sénégal. Ce sera la consolidation de l'envol économique et social qu'on constate aujourd'hui au Sénégal. Au Sénégal, aujourd'hui, on a mis en place des bourses de sécurité familiale qui aident les familles les plus démunies à lutter contre l'extrême pauvreté en ayant l'obligation d'inscrire leurs enfants à l'école et de vacciner leurs enfants. On a des couvertures maladie universelles, 2 réformes qui ont été faites au Brésil et qui ont été à la base du succès de M. Lula. On a fait des choses extraordinaires au Sénégal, notamment le développement de l'évaluation par les bénéficiaires des politiques publiques. On est en train actuellement de faire des séances d'écoute des citoyens sénégalais pour évaluer eux-mêmes ce que monsieur le président Macky Sall a réalisé pendant participative. C'est une démocratie plus que participative, c'est une démocratie fondée sur les intelligences collectives. Mais alors, que pensez-vous de ces 53 000 parrainages exigés aux candidats? C'est une mesure discriminante. Mais c'est une mesure bien discriminante. Madame, savez-vous que le jour où on a ouvert la course au Parlement, à la présidence de la République, il y avait 87 Sénégalais qui se sentaient capables de devenir président de la République du Sénégal et qui voulaient le devenir. Croyez-vous que le Sénégal peut se permettre une élection avec 87 candidats? S'il n'y avait rien de fait... Ça fait beaucoup pour 14 millions d'habitants. Pour 14 millions d'habitants, vous le dites vous-même. S'il n'y avait rien qui s'était passé avant, on aurait eu un passage direct à la candidature. Mais maintenant, on est obligé de passer par la mesure même de l'opinion publique, par la mesure même des citoyens. Nous avons un système de parrainage citoyen. En France, vous avez un système de parrainage par les élus. Il faut 500 élus pour être candidat. Chez nous, il faut entre 0,8% et 1% du corps électoral. 53 000 personnes qui vous parrainent. Si vous ne pouvez pas l'avoir, comment voulez-vous prétendre pouvoir avoir la majorité des 6 700 000 électeurs, c'est-à-dire 3 850 000, 3 350 000 personnes qui votent pour vous pour avoir 50% aux élections. Ce n'est pas possible. Soyons logiques. Et au Sénégal, aujourd'hui, la démocratie utilise les intelligences collectives, mais utilise aussi la rigueur pour faire que les gens arrêtent de vouloir tous être président de la République. Abdoul Aziz Mbaye, merci. Merci.